Et si ce que tu appelles trop avait toujours été une réponse à quelque chose de plus profond? Un mental qui ne s'arrête jamais, une sensibilité à fleur de peau, cette impression de devoir être forte tout le temps, de porter des masques. Pendant des années, Virginie a cru qu'elle était trop intense, trop sauvage, trop émotive, trop différente, jusqu'au jour où tout a commencé à s'effondrer. Dans cet épisode, elle raconte sans filtre les traumas, les agressions, la survie, le burn-out, mais aussi cette reconnexion inattendue à elle-même, à son corps, à sa sensibilité et à sa spiritualité dans un pays qui n'était pas le sien. Un témoignage puissant qui pourrait bien changer la façon dont tu te regardes. Si tu t'es déjà senti en décalage, si tu as appris à t'adapter pour survivre, alors reste. Parce que derrière ce que tu crois être trop, il y a peut-être une histoire que tu n'as pas encore comprise. Et toi? Oui, toi, qui te sens parfois dépassée. Tu crois que tu dois tout traverser seule. Te montrer vulnérable? Impossible. Tu te dis, je dois sourire, faire semblant, faire mieux, plus. Mais devine quoi? Toutes les femmes vivent des épreuves. Toi, elle, moi, personne n'est parfaite. Tu peux ressentir fort et continuer à avancer. Tu peux tomber et te relever autrement. Tu peux être fragile. Et incroyablement forte. Tu peux douter et retrouver la lumière. Tu peux parler vrai. Et déposer tes fardeaux. Ici, on lève les tabous sur la santé mentale. On transforme la honte en lumière. On apprend à être pleinement soi. On découvre que la résilience n'est pas juste tenir, c'est tomber, se relever et refleurir. Tantôt forte, tantôt fragile, toujours vivante. Bienvenue dans Deep Bloom, le podcast de maman. Tu es exactement au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour Virginie. Salut. Est-ce que tu es d'accord de te présenter? Oui, donc je suis Virginie, j'ai 38 ans. Je suis maman de 3 filles. Je suis la créatrice de Terre Essence, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook, où j'aide des gens à avancer un petit peu dans leur spiritualité, comprendre un petit peu leur histoire, leur trauma, poser des mots sur leurs mots, avoir vraiment une écoute profonde, et donc j'accompagne les gens avec des soins énergétiques et aussi des guidances. Et alors, on va parler avec toi de justement ce qui t'a amené à créer Terre Essence. Je suppose que c'est un petit peu l'aboutissement de tout un cheminement personnel. Oui. J'ai bien compris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner là aujourd'hui à mon micro? Alors, toutes mes expériences que j'ai vécues, tous les traumatismes que j'ai eus, ça m'a appris malgré tout beaucoup de choses sur moi. Ça m'a révélé qu'en fait, j'ai toujours vécu en portant énormément de masques et je ne savais plus qui j'étais, la vraie moi. Donc, ça a été un très très gros travail sur moi-même, et finalement, je me rends compte qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là, où on essaye de se suradapter, toujours dans l'anxiété, dans le regard des autres. Donc, si je peux aider quelqu'un, ou si une seule personne peut se reconnaître aujourd'hui et que ça la rassure, c'est déjà une très belle chose pour moi. Tout à fait. Et toi, ça a commencé dans l'enfance, tu te décrivais comme une enfant sauvage. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, depuis toute petite, j'avais peur déjà de dire bonjour aux gens. Tu sais, moi j'ai des parents d'une génération où il fallait faire un bisou, il fallait dire bonjour, etc. Et c'était à chaque fois pour mes parents la croix et la bannière pour me faire dire bonjour. Donc forcément, j'ai eu l'étiquette de la petite sauvage, quoi. Et j'avais énormément de mal avec le monde des adultes. J'avais comme une peur, quelque chose qui était, je sais pas, un décalage. Et même dans mes relations avec mes amis, dès petite à l'école, j'ai souvent été mise à l'écart. Je trouvais pas forcément ma place. Et en grandissant, ça a été le même cas. Je trouvais pas ma place. J'étais tout le temps en décalage. Les gens vont sûrement se reconnaître quand je vais dire que j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon but?
j'avais pas d'atome crochu avec ni les uns ni les autres. Donc voilà. Bon, je me suis perdue dans mes idées du coup. Ouais, t'étais fort solitaire alors, t'étais fort. Ouais, j'aimais bien souvent être dans ma bulle parce que aussi j'ai énormément d'écart d'âge avec mon frère et ma sœur. J'avais 10 ans avec ma sœur et 7 ans avec mon frère, vraiment la petite dernière. Et souvent j'ai grandi, j'étais toute seule à jouer dans ma petite bulle dehors avec mes Polly Pocket, mes Barbie. Et puis voilà, on se faisait des cabanes dans les arbres et puis voilà quoi. Mais j'étais bien dans mon monde. Dès qu'il fallait sortir un petit peu de l'extérieur, c'était waouh, trop d'informations. Et à l'école même, je pense que j'aurais eu besoin d'une aide comme on a pour les enfants aujourd'hui, parce que j'étais pas faite pour le programme scolaire normal, on va dire entre guillemets. Dans quel sens? Au niveau surtout des mathématiques, la méthode d'apprentissage, je comprenais pas, j'arrivais pas. Mes parents étaient pourtant tout le temps derrière moi, à essayer de me faire apprendre mes tables de multiplication. Ça a été très compliqué, quoi. Et justement, tu me parles du TDAH que tu as diagnostiqué. Tu penses que tout ça c'est relié à à cette neuroatypie? Oui, je pense en fait que déjà depuis petite, j'avais déjà des signes, on va dire, et après avec mon histoire, ça a dû s'amplifier énormément, quoi. Justement. Ouais, donc à l'adolescence, justement, c'est là que ça a été encore plus difficile pour toi parce que tu as vécu plusieurs traumatismes, c'est ça? Est-ce que tu veux en parler un peu? Ouais, parce que c'est libérateur, hein. C'est vrai que je suis toujours en travail avec une psychiatre et une psychologue aujourd'hui. Donc, je travaille notamment avec une psychologue qui me fait une thérapie EMDR. Donc, c'est une thérapie avec les yeux, là, pour diminuer les traumas, parce qu'on peut pas oublier et effacer comme ça. Mais notamment le premier traumatisme, on va dire, le premier, c'était au collège où j'ai eu ma première histoire d'amour. Et le garçon en qui j'avais entièrement confiance, je me suis dit waouh, il veut sortir avec moi. Waouh, j'avais l'impression d'être l'élu, d'avoir un truc de fou. Et en fait, je savais pas, mais c'était un pari avec ses copains. Et donc, il m'avait donné rendez-vous derrière le collège. Et donc, on s'est embrassés. Pour moi, c'était magique. J'avais le cœur qui allait sortir de ma poitrine. Et au final, ça s'est vite redescendu puisque à la fin de notre petit bisou, en fait, il s'est reculé, il s'est essuyé la bouche et il a craché par terre en me disant « Mais t'es dégueulasse, quoi ». Et là, il y a tous ses copains qui sont arrivés, qui sont venus autour de nous, en fait, et qui étaient en train de rigoler. Et là, j'ai senti un truc où, après, j'ai compris que j'étais comme une sortie de corps, un peu, je sais plus comment le terme, j'ai oublié. Une dissociation. Oui, voilà. Et en fait, tout le monde riait et j'ai l'impression de vivre le moment, mais c'était tellement trop pour moi que j'étais pas là, en fait. Et du coup, j'ai pas pleuré. C'était trop. Donc, j'ai gardé ça dans ma tête et je me suis dit, de toute façon, ta journée, elle est pas finie, ma belle. Donc, t'es obligée de montrer que t'es forte et tu continues, quoi. Parce que si tu montres que t'es faible, ça va être encore pire. C'était vraiment la jungle, quoi. Le collège, c'est un très, très mauvais souvenir. Ouais, c'est extrêmement violent. Ouais. Donc, donc ce premier trauma là, tu vois, j'ai 38 ans et je suis toujours en thérapie. Et pourtant, je me suis dit longtemps, c'est bon, c'est fini, c'était une petite amourette, mais non, ça fait beaucoup de dégâts en fait. Ouais, et on est figé au moment du trauma, donc c'est comme si une part de nous était restée bloquée là-bas. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est important avec le MDR de lui dire « Eh oh, on n'est plus là-bas, on est en 2026. » C'est ça. Et maintenant, on n'est plus là, on n'est plus dans cette cour-là. C'est ça, ouais. Mais c'est encore très, très compliqué, hein. J'ai encore de la colère, en fait. Ouais. Pourtant, j'ai fait plein de choses, tu vois. J'ai écrit des lettres, pas pour lui envoyer, mais pour moi, pour me libérer. Mais il y a encore des choses. Donc, faudra du temps, je pense. Oui, il faut aussi accueillir le fait que ça reste encore un peu à vivre. Ouais, et puis c'est vrai que ça
ça m'a terni le rapport à l'homme en général, du coup. J'ai Oui, toujours c'était ton premier rapport Ouais, à un homme et oui, ça a joué par rapport aux autres relations. ouais. Mhm. J'avais déjà pas beaucoup confiance en l'humain en général parce que je me méfiais, je sais pas pourquoi, mais là, ça a cassé clairement quelque chose, quoi. Mhm. Donc une insécurité qui a commencé vraiment à ce moment-là, quoi. Ok. Mm. Et tu parles d'autres agressions. Est-ce qu'il y a eu d'autres agressions Oui, ça c'était plus au lycée. Donc j'ai eu un maître de stage qui s'est cru tout permis et du coup qui voulait soi-disant me montrer comment travailler les gestes et postures pour attraper quelque chose de lourd par terre, tu vois. Donc il était bien collé au niveau de mes fesses pour bien me faire sentir ce qu'il voulait. Et forcément, j'étais encore toute jeune, donc je me suis retournée. Je lui ai dit mais ça va pas. Puis j'étais quelqu'un de quand même assez introverti, donc j'arrivais pas à lui exprimer que ce qu'il faisait c'était mal, quoi. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai le droit de te montrer, j'ai rien fait de mal, etc. Bon, bref, ça c'est pareil, j'ai laissé dans un coin de ma tête et puis j'en ai même pas parlé à mes parents parce que je me suis dit bon c'est peut-être quelque chose qui arrive dans le monde du travail, c'est peut-être toi qui t'es fait encore un film, et voilà. Et sinon, il y a eu pendant une soirée, je sais plus, c'était un repas d'une association et j'étais en train de discuter avec des amis de mon grand frère. Et il y a des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Tout le monde se dit bonjour, ça, il y a du bruit de partout. Et à un moment donné, il y a un homme que je connaissais pas, qui faisait partie de ce groupe-là, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a poussé sur la table qui était derrière moi, donc j'étais allongée. Il m'a écarté les jambes et il a simulé l'acte sexuel, quoi. Devant les autres, alors? Devant les autres. Et je me suis débattue, j'ai donné des coups de pied, j'étais en train de crier. Et en fait, je me suis rendu compte que d'une, j'étais complètement choquée parce que je savais pas qui c'était ce mec-là et pourquoi il m'a fait ça. Et de deux, j'étais hyper énervée parce que les autres avaient rien fait. Personne n'avait empêché le truc. Et personne ne lui disait ça se fait pas, qu'est-ce que tu fais, quoi. C'est comme s'ils cautionnaient tous ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Banaliser, normaliser finalement. Ouais. Et du coup, je me suis dit mais en fait, t'as beau te faire agresser dans une foule et personne ne réagit, t'es vraiment toute seule, quoi. Donc l'insécurité grandit encore plus. Exactement. Et donc dans toutes ces agressions, toi tu es restée fort seule avec ça. Oui. En nourrissant cette insécurité et cette peur de l'autre finalement. Exactement. Et aussi cette déception des autres par rapport aux autres humains, finalement. Ah ouais, parce que je me suis dit en fait ils sont tous comme ça, quoi. Il y a pas de respect. Ou alors je me suis même dit à un moment mais c'est moi qui attire ça ou quoi, enfin c'est pas normal. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur justement toutes ces agressions sexuelles ou ces attouchements, etc. Et c'est comme si on avait des petites antennes qui étaient très facilement reconnaissables. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire mais purée, quoi, pourquoi est-ce que j'attire ça, quoi, et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que dès la première agression les petites antennes sont là et après elles sont vite facilement reconnaissables. Ouais. C'est ce que je me suis dit, il y a quelque chose parce que même récemment, il y a quelques mois, j'allais chez mon kiné parce que j'ai des douleurs un petit peu partout, donc mon corps me dit bien que je suis en hypervigilance et que ça va plus. Et pareil, il y a un garçon en trottinette qui s'arrête à côté de moi et qui me dit t'as pas une heure devant toi qu'on aille faire quelque chose dans une chambre? Je dis mais pourquoi? Il y a une centaine de personnes, pourquoi tu viens m'accoster là? Donc c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit mais je suis en sécurité que chez moi. Donc longtemps je me suis interdit de sortir toute seule, d'aller courir, d'aller faire du vélo, de faire des choses seule parce que pour moi c'était sûr qu'on allait venir dans ma bulle et me faire du mal, quoi.
C'est malheureusement une réalité que beaucoup trop de femmes vivent. C'est vraiment un problème de société énorme. Et est-ce que c'est à ce moment-là que ta sœur souffrait d'anorexie et que c'était compliqué à la maison Alors, ma sœur, ça a commencé en 2002, donc j'étais fin collège, donc j'avais 14-15 ans, quoi. Et je savais que ma sœur avait une maladie, mais je n'avais jamais entendu parler de l'anorexie, parce qu'elle est aidée de l'anorexie mentale. Et je ne savais pas ce que c'était, mes parents non plus, on n'en parlait pas trop à l'époque. Et pour moi, elle était malade, mais elle allait guérir. Enfin, c'est comme une grippe, quoi. Pour moi, dans mon cerveau d'ado, il y avait rien de dramatique. Et donc, elle a commencé elle vivait pas loin de chez nous, elle vivait à la maison à côté. Oui, c'est vrai qu'elle avait 10 ans de plus que toi, donc oui. Ok. Ouais. Et du coup, elle venait parfois le soir manger chez nous, mais à aucun moment je me suis rendu compte qu'il y avait un souci, quoi. Et c'est après qu'on s'est aperçu qu'elle mettait finalement dans son assiette énormément de salade et très peu d'accompagnement pour faire croire, donner l'illusion qu'il y avait quelque chose. Et en fait, elle est décédée c'est le 1er novembre, le jour de la Toussaint 2003. Moi, la nuit d'avant, j'étais partie en soirée avec des amis, soirée Halloween, où il y avait de la musique et tout. On est rentré à 3h du matin. Et donc, je vais me coucher. Et là, j'entends le téléphone sonner très tôt, alors que ma sœur était hospitalisée, donc, depuis. Et tout de suite, je me suis dit, c'est bizarre, personne n'appelle à cette heure-là, quoi. Et là, j'entends ma mère qui décroche, allô, machin. Et là, je l'entends appeler mon père, donc Fernand, j'ai peur. Et là, j'ai su, en fait. Là, j'ai su que elle était partie. Et du coup, j'ai entendu mes parents prendre la clé de voiture. J'ai entendu la porte se fermer et j'ai entendu après la voiture partir. Je me suis rendormie, j'étais en demi-sommeil. Et après, donc, j'ai attendu que ma mère revienne parce que j'étais tétanisée dans mon lit. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Est-ce que je sais pas? J'étais perdue. Et donc, quand j'ai vu ma mère arriver, j'ai su, quoi. Elle était complètement en larmes, forcément. Et voilà. J'avais perdu vraiment une partie de moi. Hein. C'était une période de flottement où j'étais pas dans la vraie vie. C'était bizarre comme sensation. Oui. Oui, c'est très jeune pour perdre sa sœur dans des conditions vraiment dramatiques. Ouais. J'ai mis longtemps à me dire que ma sœur était décédée, quoi. Il y a des fois, j'avais l'impression de la voir arriver dans l'allée de la maison. Je dis, non, c'est pas... Ouais. Oui, il y avait une forme de déni. Oui, complètement. Et mon frère aussi avait ce déni-là. Et puis, bien sûr, donc le deuil, on sait bien que c'est par phase. Et donc, au moment où, forcément, j'ai compris et que ça n'allait plus, donc j'ai loupé l'école pas mal de temps parce que j'avais plus la tête du tout à aller au collège. Au collège. Et au lycée après. Et donc mes parents étaient tellement tristes que eux ils étaient en train de se reconstruire comme ils pouvaient. Donc je me suis ancrée que j'avais pas le droit d'être triste, j'avais pas le droit de me plaindre parce que fallait pas que je rajoute encore du poids sur mes parents. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je me suis gardée. Et aussi de j'ai plus le droit d'être heureuse, j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça. Parce que ma sœur était plus là. Ah oui, pas le droit de vivre finalement. Ouais, c'est ça. Et cette envie d'être forte, ce que tu t'es déjà dit avec ces garçons-là qui s'étaient moqués de toi, c'est sois forte, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu ce mantra. Et puis comment ça s'est passé? Alors, est-ce que tu as pu en parler de tout ça, de ces agressions, de ce décès J'en ai parlé un petit peu à mon chéri de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui. Il a été un véritable pilier, lui, je pense. Ouais, vraiment.
Et parce que du coup c'était tellement pas la joie, tu t'en doutes bien, à la maison, que souvent j'allais dormir donc chez ses parents à lui. Du coup ça me donnait une autre bouffée d'oxygène, quoi. C'était autre chose que la tristesse et ce truc très lourd, parce que il y a tous les souvenirs dans la maison où elle était là forcément, donc tout me ramenait à ma sœur. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, on a pu faire autre chose, aller manger ailleurs, enfin parler d'autres choses. Et puis même, il savait en fait comment je fonctionnais. Et c'est vrai que j'avais des périodes où je pouvais clairement péter un câble, crier, mais il savait qu'il fallait attendre que la tempête passe. Et il a été d'une grande aide, même juste être présent en fait. Il avait pas besoin de parler, mais juste sa présence, je me sentais en sécurité avec lui, que j'avais jamais senti avec quelqu'un d'autre. Ouais, il a vraiment réparé ton rapport, et ton lien avec les hommes en fait. Ouais. Et ça t'a permis de retrouver une sécurité extérieure. Est-ce que tu l'avais à l'intérieur de toi, cette sécurité, ou pas encore? Je pense pas, non. Ouais. Ça a été... J'avais peur du monde en général, ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé ensuite, les années qui ont suivi? Après, donc j'ai essayé de me reconstruire comme j'ai pu. J'ai eu la chance de partir en école de coiffure, donc ça m'a permis de partir de chez mes parents, aller dans une grande ville, me refaire un nouveau cercle d'amis et d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, etc. Donc là, ça m'a ouvert un nouveau champ des possibles. Et du coup, j'ai pris goût comme ça à cette autonomie, parce que j'étais aussi en appartement du coup avec mon chéri. Donc c'était le début de notre vraiment relation de couple. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des années, lui a fait ses études et puis on a déménagé comme ça en Bretagne un petit peu partout. Oui, vous avez beaucoup déménagé jusqu'à aller. Ouais, il a un travail où il y a beaucoup de déplacements. Ouais, c'est vrai que c'est un choix de sa part s'il veut découvrir de plus en plus de choses dans son travail. Et il m'avait demandé, est-ce que tu es d'accord avec ce mode de vie? Et je lui dis, mais carrément en fait. Et c'est maintenant ou jamais, quoi. Faut y aller. Ah. Et alors, la vie vous a conduit en Martinique. Ouais. Avec déjà les 3 enfants? Alors, on avait les 3 enfants. La petite dernière, elle avait à peine 1 an et demi, à peine, ouais. Ah oui, avec... Comment ça s'est passé alors, cette vie en Martinique et cette arrivée Eh ben, c'était juste la période Covid, là. Donc, on a réussi à quand même déménager malgré l'organisation, c'était compliqué avec les confinements et tout ça. Mais on est arrivé là-bas et tout de suite, j'ai senti que, comme je te disais, je me suis sentie chez moi, en fait. Je sais pas comment, pourquoi, mais j'avais l'impression que, en arrivant là-bas, je pouvais enlever mon gros sac à dos qui était rempli de cailloux, là, depuis des années. Et là, je pouvais enfin le poser. Ça a été une sensation étrange. J'arrive pas à trouver des mots vraiment pour l'expliquer. Tu pouvais te déposer réellement et être en sécurité alors. Ouais. Et tout de suite, je me suis sentie bien. Et puis c'est vrai, la chaleur, la beauté des paysages, les gens. On a trouvé des voisins mais formidables. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Enfin, et c'est devenu vraiment des super amis. C'était notre famille de cœur, vraiment. C'était très difficile quand on est parti de les quitter. Ouais. Oui, et vous avez encore des contacts avec eux? Oui, ouais. On a notre petit groupe WhatsApp, là. Et on s'envoie des nouvelles. Ouais. Et là-bas, j'ai cru comprendre que tes filles ont vécu un éveil spirituel. Il y a du coup ravivé le tien ou rééveillé le tien? Comment ça s'est passé? Ouais, je pense que j'avais déjà ce petit côté. J'avais déjà acheté mon premier oracle quand on était encore en Bretagne. Et mais je tâtonnais, je savais pas trop ce que je faisais en fait. Je regardais par-ci par-là, j'écoutais des podcasts, voilà.
Et puis là-bas, j'ai commencé à plus m'intéresser aux guidances, aux soins énergétiques. Je me suis dit tiens, ça m'intéresse. Et puis je savais que dans ma famille, il y avait des gens qui étaient guérisseurs, qui pensaient le feu, etc. Je me suis dit tiens, c'est marrant, ça me parle quoi. Puis j'ai toujours été attirée par ce côté un petit peu qu'on on peut pas toucher, c'est un peu mystérieux. Et donc j'ai rencontré donc quelqu'un que tu as interviewé aussi, donc Pauline de Chamanuel. Oui. Et j'ai fait mon premier soin à distance avec elle. Et là, ça a été une dinguerie parce que j'ai senti du coup comme du feu, des boules de feu dans mes mains et comme si j'avais des rayons solaires qui me traversaient et qui partaient mais à des kilomètres quoi. Waouh. C'était un truc de fou, mais vraiment. Et du coup, je lui dis ça, je lui dis mais c'est fou quoi, je suis folle ou elle me dit ben non meuf, t'es une guérisseuse, qu'est-ce que t'attends? OK, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le truc, le process? Et c'est là donc j'ai commencé à me questionner, est-ce qu'il y a des formations qui accompagnent parce que je voulais pas faire n'importe quoi, enfin il y a toujours des fausses croyances aussi où j'avais peur de tomber sur des charlatans ou faire des mauvaises choses qui me fassent du mal, etc. Et puis donc j'ai commencé des formations de Reiki, niveau 1 et 2. Et au même moment, en fait, j'ai une de mes filles, ma plus grande, qui me dit un matin, maman, je n'ai pas dormi de la nuit. Je dis ah bon, pourquoi? Il y avait un monsieur dans ma chambre qui avait les mains dans le dos et qui faisait le tour de mon lit. Et il était perdu. Ouais. Mais encore. Et du coup, tout de suite, je check à Pauline, je lui dis, il se passe ci, ça, est-ce que c'est possible? Parce que j'avais envie de la croire, mon enfant, je voulais pas mettre sa parole en doute. Et elle me dit, oui, il y a des chances qu'elle voit les défunts, effectivement. Parce que les enfants ont cette capacité-là, encore leur canal est grand ouvert, et j'ai dit, ok. Donc je me suis dit, ma mission, c'est pas non plus d'être que maman, mais de les accompagner aussi dans leur éveil là-dedans. Ouais. Et elles ont encore des connexions maintenant. Oui, ouais. Mais ma grande a demandé à plus voir les défunts parce que ça lui fait peur. Ouais. Elle le voit sous forme de boule énergétique en fait. Ok. Ouais. Ouais, donc elle a demandé à ce que ça soit sous une autre forme pour être plus rassurée. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu, ça fout les boules là. Ouais, complètement. Un vieux monsieur au bout de son lit. Ouais, elle me disait, il est tout voûté, il a les mains dans le dos et tout. Et c'est vrai que après, je me disais, sur la terre en Martinique, il y a eu quand même pas mal d'esclavage. Est-ce qu'il y a un lien des entités qui sont perdues? Forcément, il y a tellement d'histoires. Donc c'était chouette. Donc, mais j'ai ma deuxième fille, par contre, elle qui a vu quelque chose qui était plus angoissant. C'était un clown qui lui faisait énormément peur. Oh. Donc, mais on a su pourquoi, parce qu'en fait, elle est énormément anxieuse, comme sa maman. Et donc, cette entité-là se nourrissait de la peur. D'accord. Donc, plus elle avait peur, plus elle les voyait, etc. Donc, on a fait tout un travail et ça va mieux. Ok, oui, c'est vachement... Ouais. Ça, il y a de quoi être encore plus ravivé dans ces angoisses, là. Ouais. Donc pareil, elle est suivie par une psychologue qui l'aide à mettre des mots, etc. Et puis ça va. Et cette psychologue, elle est ouverte justement à entendre ça, qu'elle oui. voit des choses. Alors c'est vrai que ça a été difficile parce que je me suis dit on va encore me prendre pour la folle du village, mais c'est pas grave. Et elle dit oui, c'est vrai que le cerveau peut créer des images comme ça. Ok. Donc bon, moi j'ai une autre lecture du truc, mais chacune sa lecture. Oui. Voilà, chacune sa lecture, mais en tout cas, elle la croit et elle l'aide. Voilà. Oui. C'est important aussi ça. Ah oui, ouais. Quelle que soit la lecture finalement qu'on a. Ouais. Elle lui demande de faire un dessin, par exemple, de comment il ressemble, enfin à quoi il ressemble, etc. quoi. Et ces dessins sont précis. Ouais, assez. Hein. C'est le plus flippant, je pense que c'est les dents bien pointues là. Ouais, on aime pas trop.
On ne le veut pas chez nous, celui-là. Non. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes repartis? Ah ben non, attends, je mélange. Tu as eu une tentative d'enlèvement en Martinique. Oui, ouais. Je pensais Ouais. que c'était en France, mais c'est en Martinique. Ouais, c'était, je sais plus en quelle année, mais c'était En avant 2022. 2022, il me semble. Et en fait, j'ai déposé mes filles au judo. Et il y avait une supérette à côté. Je me suis dit, je vais profiter de ce temps d'entraînement pour aller faire 2-3 courses. Et puis voilà. Et donc, je fais 2-3 courses, je repars. Et là, il y a une voiture qui me suit. Je vois un homme habillé normal, un peu classe, une chemise, truc. Il ouvre sa fenêtre et puis commence à me parler, me dire bonjour, ça va et tout. Et comme tout le monde est très expressif, ouais, salut, ça va. Et puis ça s'arrête là, quoi. Mais là, il me dit non, t'es très jolie. Nan. Déjà, j'étais super mal à l'aise. Je dis c'est bien, continue ta route, laisse-moi tranquille. Et il a commencé à vraiment rouler à mon pas. Et donc, faut savoir que je marchais sur le trottoir et sur ma droite, j'avais un mur. Et lui, plus il avançait, plus il me coinçait en fait, comme dans un angle, si tu veux. Et je me suis dit merde, là, c'est pas bon du tout. Et il est sorti de sa voiture. Donc, je sais plus comment j'ai fait parce que ça a été tellement vite. Je me suis débattue et j'ai réussi à partir. Il voulait absolument que je rentre dans sa voiture, à l'arrière. Et j'ai traversé la route, j'ai slalomé entre les voitures et j'ai couru jusqu'au dojo où étaient mes filles. Et là, je me suis dit, je serai en sécurité, c'est sûr. Donc, avant de rentrer dans l'endroit où mes filles étaient à faire du judo, j'ai repris un peu mes esprits parce que je me suis dit, tu peux pas montrer ton état de détresse à tes enfants, elles vont avoir peur, elles vont se poser des questions, donc reprends-toi un peu. Donc j'ai soufflé un petit peu, machin, et je me suis installée. L'entraînement n'était pas fini, donc j'ai fait style de rien, je me suis installée, j'ai repris mes esprits, et j'en ai parlé que le soir à mon mari de cette histoire-là. Il me dit ok, d'accord, ça va, machin, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, etc. Et du coup, je dis, de toute façon, maintenant, c'est clair et net, je sortirai plus seule, quoi. Et encore une fois, Alors que je me sentais bien jusque-là, je me sentais vraiment chez moi, enfin, les gens gentils et tout, mais il suffit encore d'une personne pour casser tout mon cocon où j'étais bien, en fait. Donc, ça a été encore un gros traumatisme, mais caché encore parce que fallait cacher. Je pensais que c'était la meilleure des solutions. Oui, tu mettais sous le tapis. T'as pas été voir des psys ou Pas encore en tout cas. Et du coup, quelques mois après, donc je me suis remise. Je me suis dit bon allez, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester à me morfondre. Et je me suis dit tiens, je vais reprendre mes études. Qu'est-ce qui te ferait envie, machin? Et là, j'ai vu qu'il y avait une école qui proposait une formation de préparateur en pharmacie. Je me suis dit allez, pourquoi pas, ça m'intéresse. Donc je m'inscris, machin, tout. Je commence. Et là, je tombe malheureusement avec une personne qui était très particulière, qui faisait très gentil comme ça de face, mais qui était très fourbe en arrière-boutique, on va dire. Oui. Donc elle jouait énormément avec le chaud et le froid. Elle savait manipuler vraiment. Elle savait faire, quoi. Donc j'ai été apprentie à l'époque et elle voulait pas que j'ai la petite étiquette apprentie parce que ça faisait pas bien dans son magasin. Donc je me faisais démonter devant les clients et tout. Donc c'était lourd, quoi. Je me dis comment tu vas apprendre dans ces conditions? Ça va être chaud pendant 2 ans. Je dis bon allez, tu vas tenir le coup, ça va être bien. Après, pense à après, quoi. Et après, en fin de journée, elle me disait c'est bien, hein, Virginie, t'as fait une bonne journée. Comme ça, je partais sur une note positive. Jusqu'au C'était le chaud et le froid. Ouais, tout le temps. Elle était très forte. Après, je me suis dit mais comment j'ai pas pu voir ça avant? Je m'étais accrochée à ça. Je me suis dit t'as commencé, fini, quoi. Et puis je me suis mise la pression. Je me suis dit il va falloir que je réussisse
aller à l'école, faire mes devoirs, faire mon boulot de maman, etc. Et le matin, je commençais à avoir des nausées, mais comme quand j'étais enceinte, quoi. Et là, c'est une de mes filles qui me dit, mais maman, t'attends un bébé? Je dis, non. Pourtant, tu vomis comme quand t'étais enceinte. Ah, carrément. Ouais, non, là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai quand même continué. Et puis, il y a un matin où j'ai pas pu me lever de mon lit. Je pleurais. Mais pendant des jours, quoi. Donc, j'ai appelé, cette dame en lui disant, je vais pas pouvoir venir pendant quelques temps. Je vais voir mon médecin. Je vous rappelle plus tard. Et elle m'a renvoyé un message hyper assassin. On ne prévient pas comme ça au dernier moment. J'ai pas choisi d'être comme ça, en fait. Et voilà, c'était ce type de personnage. Et donc, mon médecin m'a dit, madame, vous faites un burn-out. Donc, maintenant, on se calme, on prend soin de soi. Et du coup, j'ai essayé de prendre soin de moi comme j'ai pu, mais toujours seule. J'étais pas accompagnée encore. Ouais. Par un spécialiste. À essayer encore de mettre sous le tapis ou je voulais que ça passe vite, en fait. Je voulais pas rester dans ce mauvais mood. Je voulais déjà être guérie, mais non, en fait, il faut du temps. Oui, je l'ai vécu. Je suis retombée quelques fois. Ouais. On a envie que ça aille vite, hein. On a envie de guérir vite, mais ce sont en fait, je pense que quand le système nerveux a été tellement surchargé, dérégulé par, t'as vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup de relations difficiles. Il faut du temps pour s'en remettre et de l'aide, ouais. C'est ça. Et qu'est-ce qui a été le déclic à un moment donné pour toi il faut que je le fasse autrement? Ça a été en 2024 quand nous sommes revenus de Martinique. On s'est installé donc à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et donc là, il a fallu donc tout refaire, retrouver un travail pour tout le monde, retrouver une école pour mes filles, etc. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, là, je pense que d'adaptation là. Ouais, là j'ai pompé dans mes derniers fonds de batterie qui me restaient. Ouais, je veux bien croire. Et cette année-là, ça a été compliqué parce que mon mari a eu accident en vélo. Il s'est cassé l'épaule, donc il a eu 3 opérations. On est venu me chercher un soir en travail en me disant, votre mari, il a eu un grave accident de voiture. Il doit avoir je sais plus le terme. Enfin bref, j'avais pas de nouvelles de lui, j'ai eu super peur, donc le stress au max. J'ai une de mes filles qui a subi du harcèlement scolaire, on a dû la changer d'école. Et le pic, c'est quand ma grande est rentrée au collège. Et là, ça a été la goutte d'eau où tous mes traumas sont remontés. Parce que je me suis revue au collège, j'ai revu tout ce que j'avais caché est sorti d'un coup, et là, c'était fini. Je pouvais plus rien faire. Je maigrissais à vue d'œil, je n'avais plus d'énergie, j'avais des douleurs partout dans le corps. C'était horrible. Et donc, je suis allée voir mon médecin généraliste. Elle m'a dit, ce serait bien, je lui explique un peu mon histoire. Elle me dit, ce serait bien que vous voyiez une psychiatre pour en parler, peut-être avoir un traitement, vous faire accompagner. Je dis, quand même, je suis pas folle, une psychiatre. Pour moi, c'était quelque chose de, quand même, voilà. Et donc, je suis allée la voir et effectivement, je faisais une dépression sévère, quoi. Plus anxiété, plus tout le package, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, et là, tout ton corps criait, quoi. Ah ouais, vraiment. Mais je l'écoutais pas parce que j'ai pas appris à l'écouter. Et comment alors tu t'es relevée? Tu dis aussi que t'as choisi la vie plutôt que survivre. Est-ce que c'est à ce moment-là? Il a fallu un certain moment quand même parce qu'au début j'ai dormi. J'ai été en mode hibernation. Après j'ai repris goût à certaines choses parce que c'était arrivé à un point où même la respiration de mon mari m'énervait. Je portais le pauvre.
je ne supportais plus rien, même tout ce qui était compliqué déjà pour moi à la base, comme le bruit, des choses comme ça, où je compense, mais c'est quand même compliqué. Là, c'était mais stop, laissez-moi dans ma bulle. Ouais. C'était l'enfer, quoi. J'ai appris justement que depuis toujours, je mettais des masques et il fallait que j'arrête de faire ça. Je voulais retrouver la vraie moi. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai plus envie d'entendre, qu'est-ce que j'ai plus envie qu'on me fasse, d'être moi-même. Et si on m'aime pas comme je suis, c'est pas grave, c'est pas à moi de m'adapter en fait. Ça a été tout un travail comme ça. Ça a été long et c'est toujours pas fini d'ailleurs, mais c'est très compliqué pour moi de dire non. Je me suis toujours dit non, je vais faire, quitte à ça m'ennuie énormément, mais je vais faire. Mais non, faut pas vivre comme ça tout le temps, quoi. Oui, tu te disais non à toi-même en faisant ça et tu n'écoutais plus tes propres besoins. Et qu'est-ce qui t'a aidé comme outil pour justement apprendre à plus écouter ton corps et à poser plus tes limites? C'était donc discuter avec ma psychiatre déjà, quelqu'un qui m'écoute vraiment avec une oreille attentive, sans jugement, juste m'écouter. Le traitement bien sûr, pour apaiser un petit peu le bocal comme on dit, et puis aussi ma psychologue avec qui je fais une thérapie de MDR qui m'aide énormément avec beaucoup de douceur à évacuer tout ça tranquillement un par un. Et c'est un long chemin. J'étais en arrêt de travail pendant très longtemps, là j'ai repris, mais je sais que je travaille dans un grand complexe où il y a beaucoup de monde. Du coup, quand je sens que c'est trop, je m'écarte, je vais un petit peu à l'écart, je souffle et j'attends que ça passe et je reviens. Je m'écoute en fait, ce que je ne faisais pas avant. Et tu as eu un diagnostic de TDAH à ce moment-là? Oui, en fait, c'est ma psychologue en écoutant mon histoire et tout ça, elle me dit mais on vous a déjà parlé des troubles autistiques et tout ça. J'ai dit non. Et après, c'est vrai qu'en discutant, en faisant des recherches, en voyant vers ma psychiatre, oui, en fait, tout collait. Et en écoutant ça, je me suis dit mais ça me fait du bien en même temps parce que c'est ma vie et tous les pièces du puzzle, ça avait du sens en fait, tout ce que j'avais vécu, tous mes ressentis, tous les trucs exacerbés, les sensations, l'effet d'être trop dans l'émotion, tout ça faisait sens. Oui, t'as compris pourquoi et comment tu fonctionnais. Oui. Depuis la toute petite enfance. C'est ça. Et c'était pas de ma faute. C'était pas moi qui étais trop ou pas assez, c'est comme ça. Je suis comme je suis et voilà. Mais c'est pas évident parce que c'est toujours en cours quoi. Oui, tout à fait. Et puis du coup aussi je suis là pour mes enfants, pour mes filles qui sont hyper dans l'émotion aussi et du coup je les accueille. Il y a autre chose que tu voulais aborder par rapport à toute ton histoire? Ça m'a appris quand même des bonnes choses, c'est que j'ai retrouvé ma créativité. J'ai retrouvé mon petit grain de folie que j'avais quand j'étais enfant. J'ai retrouvé une liberté et puis voilà. Maintenant je me dis je suis comme je suis. Si vous m'aimez, c'est génial, c'est top. Si vous m'aimez pas, c'est pas grave. On peut pas être aimé par tout le monde et puis on peut pas aimer tout le monde non plus. Et tu t'étais coupée de cette créativité, tu sais pour quelle raison? Parce que j'avais plus de place dans ma tête pour ça. Ouais. J'étais trop... l'anxiété et le stress prenaient toute la place. J'avais un brouillard mental constant où c'était plus possible de gérer mes plaisirs. C'était non, c'est pas une priorité, donc c'est bien loin quoi. Ouais, tout à fait. Que maintenant je pense à moi quoi. Ouais. Il y a plus de place pour aller chercher un peu qui tu es au fond de toi. Ouais. Et je me priorise aussi maintenant. C'est ça qui fait la différence, c'est que je voulais pas choquer non plus mon mari et mes enfants, mais je me suis dit
je vous aime, hein, mais par contre, il faut que je m'aime d'abord. Il faut que je sois solide, il faut que je sois bien pour être bien avec vous. Et maintenant, c'est une question d'équilibre et c'est bien, c'est mieux. Et comment est-ce que tu y parviens justement, parce que c'est pas facile hein, de se prioriser quand on a des enfants et quand on a toujours voulu être fort ou faire bien pour les autres. Ouais. Comment tu fais? Je leur dis simplement, pour l'instant, maman n'est pas disponible. J'ai des choses à faire et je viendrai vous voir quand ce sera fini. Donc maintenant, elles savent. Et j'ai des jours de repos aussi quand elles sont à l'école. Donc là, je peux laisser aller, mettre tout le bazar que je veux dans la maison pour laisser aller mes idées dans tous les sens. Et voilà, c'est des petits moments comme ça. Comme ça, le week-end aussi, je suis pleinement avec ma famille. J'essaye de cadrer, d'organiser. Mais ça va un peu dans tous les sens toujours. Mais bon, on va pas me refaire. Ouais, mais s'il y a du TDAH derrière... C'est compliqué. Voilà, on fait comme on peut. Et ce projet, alors tes récents, qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant par rapport à tout ce cheminement C'est un aboutissement, pas un aboutissement parce que c'est un prolongement, je veux dire. Parce qu'au début, j'avais fait ça, c'était un petit peu ma grotte secrète, mon petit truc où je tâtonnais et tout. Et maintenant, je me dis, ouais, là, je peux peut-être aider des gens, en fait, avec mon histoire, même rien qu'une écoute. Ça peut déjà être beaucoup pour certaines personnes, parce que ça l'a été pour moi. Donc, voilà, si je peux aider même qu'une personne, c'est déjà gagné, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, voilà, si j'ai des bonnes choses à offrir au monde, je serai encore un petit puzzle dans ce monde de fou. Que ta parole puisse servir et que ton histoire puisse aider. Oui, complètement. Et on espère changer les choses et les consciences. Ouais. Et pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire à cette Virginie ado au collège? J'aimerais lui dire crois en toi. Tu vas traverser des tempêtes en mode roller coaster. Ça va être compliqué. Des gens essaieront de t'éteindre, mais t'arriveras toujours à garder cette lumière en toi pour aider au final les autres. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très empathique et voilà, je sais que mon but c'est l'accompagnement des gens. J'ai toujours reçu cette sensation de j'ai besoin de faire des choses, de transmettre des choses. Je ne savais pas quoi, mais là, ça peut être juste une écoute ou un soin. Voilà, c'est pour l'instant, voilà ce que je peux offrir au monde, ouais. Et d'abord à toi aussi. Oui, d'abord. Hein? On s'oublie pas. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi. Merci pour ton courage, merci de ta confiance. Et de pouvoir oser parler aussi de tout ça, parce que j'écoutais encore des témoignages hier de personnes qui disent mais si je raconte toute la liste de toutes les agressions que j'ai vécues au cours de ma vie, personne ne me croira. Mais c'est ça. Et j'ai l'impression, oui, effectivement, qu'on doit un peu taire, dire ok, oui, j'ai une agression, mais je vais peut-être pas dire les 5, les 6, parce que finalement on ne nous croira pas. Ouais. Et on en est encore là, et merci d'en parler. Puis on a ce sentiment de honte aussi des fois de se dire si j'en parle, est-ce qu'on va me croire déjà d'une Et puis il y a eu ce moment aussi où je me disais mais en fait si je suis triste ou si je parle de mes soucis, on voudra plus être amis avec moi, on voudra plus me parler. Alors que au final je pense que ça touche à nouveau cette estime de soi, de se dire si j'ai vécu tout ça, si je raconte tout ça, ça fait quelqu'un de moi peut-être moins aimable, moins bien. Et surtout, j'ai envie de dire aux gens, faites-vous aider, faut pas avoir honte en fait. Faut vraiment, quand vous sentez que si vous faites déjà un travail sur vous et que c'est compliqué, que vous voyez que c'est long, que ça avance pas forcément, allez voir quelqu'un.
Ça vous aidera de toute façon. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne écoute, mais il faut pas rester seul à porter tout ça. C'est trop lourd et ça peut faire des dégâts. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode t'a touché ou même simplement dérangé un peu à l'intérieur, reste avec ça un instant. Parce que parfois, ce qu'on appelle trouble, c'est juste un système qui a appris à survivre. Et si tu t'es reconnu entre trauma, TDAH, hypersensibilité, fatigue mentale, ce que tu vis mérite d'être compris, pas réduit. Peut-être que tu n'es pas trop, peut-être que tu as juste traversé trop, sans espace pour le déposer. Et ça change tout. Tu n'es pas seul dans ce flou et tu n'as pas à le traverser sans repère. Si cet épisode résonne, partage-le autour de toi. Il pourrait mettre des mots là où il n'y en avait pas encore. Retrouve-moi sur Instagram pour continuer cette exploration ensemble et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles histoires.